Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous venons à la rencontre du programme national multisectoriel de lutte contre le sida pour nous enquérir de comment se passe la prise en charge, la lutte et l'évolution de cette lutte en République démocratique du Congo. Et ce soir, nous sommes reçus par le numéro 1, le responsable de ce programme, Dr Liévin Kapent. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Docteur Liévin, merci de nous accueillir. Le magazine Genre et Volontariat est au siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Nous venons échanger. Le public a des questions. Voilà. Docteur, nous sommes heureux que vous puissiez nous recevoir. Le programme national dirige la lutte contre le VIH-Sida ici en République démocratique du Congo. Un panorama, une cartographie, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Où en sommes-nous actuellement en 2018? Ce programme, c'est un programme de la présidence de la République qu'il a mis en place par une ordonnance-loi qui date de 2011. Donc c'est un programme qui dépend directement de la présidence de la République, avec évidemment dans le Conseil national multisectoriel, le chef de l'État comme président, le Premier ministre comme premier vice-président, le ministre de la Santé comme deuxième vice-président, un représentant de la société civile, qui est troisième vice-président, et moi je représente le secrétariat de ce conseil. Alors, disons que ce programme évolue depuis, évidemment, selon l'historique. Il était au départ beaucoup plus un problème de santé, mais très vite on s'est rendu compte que l'ensemble des problèmes débordait largement le secteur santé. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il fallait adjoindre les autres secteurs pour aller ensemble dans la lutte contre le phénomène sida. Le programme dépend de la présidence de la République. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Que la présidence avait pris à bras le corps le problème du sida? Effectivement, je crois que le chef de l'État, il a lui-même donné plusieurs preuves. Le dernier, comme je disais, c'est l'ordonnance-loi. Et même pour créer le PNMLS, c'est d'abord un décret présidentiel de 2004. Ensuite, après audit institutionnel, on a dû modifier et compléter toujours le programme qui reste comme un programme pris à bras le corps par le chef de l'État. Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida est un programme initié par la présidence de la République pour vous prouver comment l'institution présidente de la République tient à bras le corps ce problème de sida qui est un problème de santé publique. L'appellation multisectorielle. Pourquoi cette appellation? Quelle est la prise en charge dans ces multisectoriels? Bien, disons l'appellation multisectorielle, comme on peut le comprendre tout de suite. Donc nous avons plusieurs secteurs. Il y en a 10 au total. Je peux en citer quelques-uns très rapidement. Donc, tout le monde connaît le secteur santé, n'est-ce pas? C'est toujours le secteur santé qui a été le premier à impliquer, mais qui continue à fournir le gros des résultats en matière de lutte contre le sida. Mais on doit s'imaginer que pour arrêter le sida, il faut aller dans la communauté, procéder par des mécanismes de prévention. Parce que sinon, on aura toujours, le secteur santé sera toujours surchargé de devoir soigner les malades. Et donc, en matière de prévention, nous avons par exemple le secteur de l'éducation. N'est-ce pas? Le secteur de l'éducation doit former les enfants pour qu'ils sachent comment éviter le sida. Vous avez le ministère des Affaires sociales, vous avez le secteur par exemple de l'armée, qui est aux défense et sécurité, parce qu'en fait le sida, c'est aussi un problème de sécurité d'État. Et donc nous avons tous ces autres secteurs qui prennent le sida à partir de la communauté.
Et donc, pour ceux qui n'ont pas pu échapper à la maladie, évidemment, ils seront pris en charge par le secteur de santé. Mais par après, qu'est-ce que nous arrivons? On a des décès, on a des orphelins qui restent, et cela, donc, ce sont des conséquences de la maladie, et ce n'est plus non plus le secteur santé qui peut le prendre en charge. Donc, nous avons le ministère des Affaires sociales qui doit s'occuper des orphelins, qui doit s'occuper des veuves pour essayer de les rendre autonomes, mais il y a aussi les injustices. Les discriminations dont ils peuvent être victimes. Et ça, c'est le secteur des justices et des droits humains qui doit s'occuper de ce genre de problèmes pour finalement, parce que le programme, ce n'est pas seulement s'occuper du sida, mais c'est aussi s'occuper des conséquences. Donc nous sommes à 3 niveaux, mais chaque secteur, évidemment, a un niveau où il intervient. Avant la maladie, pendant qu'on a la maladie et après la maladie. Nous sommes ici au siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Nous sommes reçus par le responsable, le docteur Liévin Kapend, qui nous explique, qui nous briefe, qui nous développe la situation de ce programme et sa place dans ce maillon de la lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo. Docteur Liévin, nous avons compris que ce programme émane de la volonté de la présidence de la République à contribuer efficacement dans la lutte contre le VIH-Sida. Maintenant, cet aspect, où sommes-nous actuellement avec ce programme? Comment a-t-elle évolué jusqu'à présent, en 2018? Bon, il faut dire qu'une particularité pour notre pays, c'est que très vite, et ça nous devons le mettre à l'actif de la presse, très vite, la presse a pris à bras le corps ce problème et l'information a été diffusée largement pour rappeler quelques faits, l'intervention de feu Franco, n'est-ce pas, parmi les premiers, qui a sorti une chanson qui reste d'actualité jusqu'à aujourd'hui dans son contenu. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ça, nous avons eu l'avantage que la presse et les médias ont notamment diffusé l'information et nous pensons que ça a eu un impact très sensible en matière de nombre de personnes qui sont infectées aujourd'hui. Donc, ce mécanisme de prévention a fait que nous avons un taux relativement bas de la prévalence, donc du taux de personnes infectées dans notre pays, surtout si on le compare à nos voisins. Alors, depuis lors, évidemment, les statistiques sont suivies toutes les années et la tendance est effectivement à la baisse par rapport à la population dans son ensemble. Quoique, évidemment, c'est peut-être des choses qui nous échappaient ou qui nous ont échappé au début du programme, c'est qu'il y a des catégories de personnes qui ne se livrent pas aux services, donc qui ne se présentent pas aux services qui sont offerts. Alors, dans cette catégorie de personnes, vous pouvez avoir des taux assez inquiétants par rapport à l'atteinte du sida. Vous nous avez parlé de la situation de la cartographie actuelle de ce programme, mais qu'en est-il des partenaires? C'est vrai, vous avez un partenaire privilégié qui est la présidence de la République, mais y a-t-il des partenaires étrangers qui vous aident, qui vous appuient? Ah oui, je crois que pour ça, nous devons leur dire merci, parce qu'ils sont là, ils nous accompagnent, et même qu'ils améliorent leur appui, parce que comme vous le savez, notre pays, c'est quand même plus de 60 millions d'habitants, et la population continue à augmenter. Et donc, pour ça, nous sommes tout à fait heureux d'avoir même signé des conventions avec ces partenaires qui nous permettent d'améliorer la couverture. Vous le savez, c'est quand même 2 millions, presque et demi de kilomètres carrés avec les routes et tout ça. Et grâce à ces partenaires, nous sommes progressivement en train d'améliorer la couverture en matière d'offres de services à travers le pays. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples? Oui, nous avons le Fonds mondial. Nous avons le Fonds mondial, nous avons le PEPFAR, qui est d'origine américaine. Mais en plus de ça, nous avons
la plupart des ambassades qui sont installées chez nous, hein, comme la Suède, la Chine dans une certaine mesure. Donc en fait, de façon peut-être pas comment dire, systématisée, hein, mais nous avons, disons, les gros des partenaires qui nous appuient, c'est le Fonds mondial. Et le Fonds mondial, c'est en fait un fonds alimenté par la plupart des pays occidentaux. Hein, et donc, et le PEPFAR, ça, c'est au moins purement américain. Mais à côté de ça, comme je disais, hein, nous avons aussi des accords bilatéraux. Hein, donc, nous passons par les ambassades et effectivement, on nous aide beaucoup par rapport à ça. Maintenant, parlons des bénéficiaires, ceux qui bénéficient de l'appui. Nous allons parler de ceux qui souffrent et nous allons aussi parler des structures de santé. Docteur Leva, la transmission du sida de la mère à l'enfant, quelle est sa place dans votre programme? La prévention. La prévention. La prévention voilà. De la transmission du virus de la mère à l'enfant, c'est une des stratégies. C'est une des stratégies qui est déjà mise en œuvre chez nous, hein, et dont d'ailleurs les résultats sont très encourageants. Hein, c'est une stratégie importante. Au moins, nous sommes en train de couvrir, hein, les enfants, donc on peut avoir une génération sans sida. Donc vous voyez, c'est une stratégie pour nous très importante. Mais ce n'est pas la seule stratégie. Hein, il y a tout ce qui nous a amené à avoir le taux de prévalence jusqu'à aujourd'hui, l'information. N'est-ce pas, c'est qu'on a appelé dans le temps l'ABC. Hein, donc abstinence, fidélité, utilisation de préservatifs. Et à côté de ça, aujourd'hui, nous ajoutons l'utilisation des ARV eux-mêmes. Donc ces médicaments, ça a été prouvé. L'utilisation de ces médicaments, notamment, je crois, dans notre pays, les études sont assez avancées. Dans le couple discordant, l'utilisation des ARV ont permis d'éviter beaucoup de nouvelles infections. Donc, ce sont les grandes stratégies qui sont là. Hein. Nous ne disons pas qu'il y a une stratégie meilleure par rapport à l'autre. Notre souci est de combiner, hein, toutes ces stratégies pour avoir les meilleurs résultats possibles. Nous parlons de ARV. Est-ce que cela est vraiment disponible auprès de malades? Est-ce qu'il faut en acheter? Et s'il faut en acheter, comment faire? Et si on n'achète pas, qu'est-ce que fait le programme pour que ceux qui doivent se procurer ce produit puissent avoir accès? Oui, disons que par rapport aux ARV, évidemment, ça relève du secteur santé. Hein. Donc, c'est le secteur santé qui peut vous donner peut-être un peu mieux, disons, les informations par rapport à ça. Mais je dois vous assurer que pour le moment, les ARV sont pratiquement partout dans notre pays. Peut-être pas en quantité suffisante pour tout le monde, mais la couverture est déjà en place. Nous avons des programmes qui sont bien élaborés par le ministère de la Santé. Il y a un plan qui venait de sortir il y a 1 ou 2 mois et qui prenait en compte toutes ces dispositions. Hein, spécialement, ce sont nos partenaires qui nous amènent les ARV et nous assurons la distribution à travers le pays. Mais cela n'empêche qu'il y a aussi des sociétés privées, hein, qui, de par leur obligation de devoir s'occuper du personnel, arrivent à se procurer les ARV pour, hein, évidemment, des groupes assez spécifiques. La jeunesse est une tranche de la population qui est sexuellement active. Quelle est votre approche par rapport à la jeunesse? Oui, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on avait peut-être... C'est aussi quelque chose qu'on avait perdu de vue. Quand je disais il y a des groupes de personnes vulnérables auxquelles on n'avait pas pris beaucoup d'attention. La jeunesse, pour nous, c'est une catégorie de personnes parmi les plus vulnérables et nous devons absolument nous occuper de la jeunesse. Il faut, dès le départ, quand on avait mis en place ce programme multisectoriel, il y a une fêtière, un réseau qui a déjà été créé, qui est très, très actif, le RACOJ, donc le rassemblement des Congolais, hein, des ONG, des jeunes qui interviennent dans la lutte contre le sida. Et pour ces jeunes, pour le moment, nous avons développé des stratégies avec les jeunes, bien sûr, hein, parce que nous sommes rendus compte que si nous faisons les choses pour eux, ils n'adhèrent pas beaucoup.
Et donc, avec eux, nous développons des stratégies pour qu'ils soient vraiment pris en compte. Et là, vous comprenez tout de suite, c'est surtout les stratégies de prévention. Les stratégies de prévention en termes d'information, d'éducation, de formation, de mobilisation des jeunes, et nous aident aussi en matière de prise en charge. Comment lutter contre la stigmatisation. Et il faudrait que pour nous, c'est une équipe, enfin un groupe de population, d'autant plus que ça constitue la jeunesse, l'avenir de demain. Donc pour nous, c'est une catégorie de personnes très, très ciblées par le programme. Parlons des infrastructures de santé, ces structures qui travaillent dans la prise en charge. Vous travaillez aussi avec les hôpitaux, les centres de santé. Quel est l'appui que vous apportez si cela existe? Bien, nous sommes un programme multisectoriel, comme je dis. Donc, pour ce qui est de la santé pure, c'est le secteur santé qui a la responsabilité de tout ces... Mais seulement à côté, comme nous le disions, la maladie, c'est une conséquence d'un phénomène social. C'est ce que, par rapport au sida, les rapports sexuels, éventuellement, ça ne se passe pas dans les hôpitaux. Tout à fait. Et donc, c'est dans la communauté d'abord que nous devons commencer à faire le travail. C'est pour ça qu'on nous a dit, nous avons une approche multisectorielle. Mais évidemment, tout cela doit être intégré avec ce que fait le secteur santé. De même, quand nous avons des problèmes, disons, après les hospitalisations, nous faisons intervenir d'autres secteurs pour qu'ensemble... et même là, je prends l'exemple, lorsque nous avons, comme nous disons, nous devons absolument faire en sorte que toute la population connaisse son statut sérologique, mais nous devons faire des campagnes dans la communauté. C'est vrai que le secteur santé, c'est lui qui a le test, qui a la spécialité, qui a l'expertise en matière de dépistage. Mais mobiliser la population pour que la population adhère à ces campagnes de dépistage, ça évidemment, ça se fait dans la communauté. Et donc pour nous, on ne peut pas, nous sommes dans l'optique où il faut travailler avec tout le monde, nul ne laisser de côté, tout le monde est acteur et tout le monde est bénéficiaire. Docteur Lévin, quels sont les outils que le programme met à la disposition de la communauté? Par exemple, les outils que vous fournissez à la communauté pour endiguer ce problème de santé publique. Bon, il y a plusieurs. Tout dépend. Nous développons les outils en fonction du secteur. Puisque nous avons beaucoup parlé du secteur santé, je vais par exemple vous parler du secteur justice et droits humains. Donc, en matière de justice, nous avons développé évidemment avec le leadership du ministère de la Justice, des textes, et comment dirais-je, on a fait des formations pour que les magistrats soient bien outillés pour savoir comment ils peuvent intervenir pour protéger la population en termes de discrimination. On a fait des enquêtes. C'est toujours avec les gens du secteur de justice et droits humains. Donc, tous ces outils, nous nous appuyons sur, évidemment, nous avons le leadership, mais en grande partie, les outils doivent être produits à partir du quotidien de chaque secteur. Nous ne pouvons pas imposer parce que là, généralement, on n'arrive pas à réussir. Donc, c'est le ministère de la Justice qui, avec ses experts, à qui nous posons le problème de sida. Et donc, à eux, ils disent, tiens, pour nous, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à réussir. Et donc, nous posons le problème au départ et nous disons, voici les résultats, qu'est-ce que vous nous donnez comme outil? Et ensemble, nous mettons ces stratégies pour la lutte contre le sida. Très chers téléspectateurs, nous sommes au siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Nous sommes reçus par le docteur Lévin Kapend, qui est le numéro 1 de ce programme. Avec docteur Lévin, il est en train de nous expliquer que ce programme émane du choix de la présidence de la République. Et puis, c'est un programme d'appui. Elle apporte son appui et son expertise à tous les secteurs qui travaillent avec son expertise
ainsi développer des stratégies de lutte dans chaque secteur. Là, il vient de nous donner une illustration dans le domaine juridique avec le ministère de la Justice, comment ils peuvent mettre en œuvre des stratégies pour que le ministère de la Justice puisse aussi contribuer dans cette lutte contre le VIH-Sida. Docteur Levin, ensemble avec les téléspectateurs, nous comprenons que le programme est une structure qui développe des stratégies dans tous les secteurs qui travaillent avec le programme. Docteur Levin, quels sont les projets ou quel est le plan d'action que vous mettez en œuvre ou que vous êtes en train de suivre durant cette année 2018? Nous venons de terminer l'élaboration du plan stratégique national 2018-2021. Donc, ce programme est déjà disponible. C'est de là d'ailleurs que le secteur santé a tiré son plan stratégique du secteur santé. Donc, c'est ça. Et quand nous élaborons ce plan stratégique, c'est dans une approche où tous les secteurs sont là. Donc, nous avons à peu près 1 à 2 mois où nous avons les experts de tous les secteurs qui viennent avec nous et nous disons, nous devons absolument baisser le nombre de nouvelles infections et chaque secteur, de par son expertise, apporte sa contribution et donc nous faisons que harmoniser pour une meilleure coordination de la lutte. Qu'est-ce que le public qui nous suit peut retenir de ce plan? Quelles sont les grandes lignes? Les grandes lignes, c'est qu'en fait, nous travaillons par rapport à certains axes, n'est-ce pas? L'axe des axes prioritaires qui consiste spécialement en la prévention. Donc, nous devons absolument viser à renforcer l'information, les campagnes de sensibilisation. Nous devons absolument renforcer le dépistage pour que tout le monde soit au courant de son statut sérologique, et ça rend plus responsable. Nous avons un autre axe, nous avons sorti de l'axe prévention, l'axe de la jeunesse. Donc la jeunesse pour nous constitue un axe prioritaire aussi, et donc là nous avons mis en place des stratégies qui concernent la jeunesse, qui concernent spécialement les adolescents. Il y a aussi un axe qui concerne le secteur de prise en charge. Ça veut dire le traitement, on doit continuer à distribuer les ARV pour les personnes qui en ont besoin, pas seulement les ARV, mais tous les soins, n'est-ce pas, autour de ces personnes. Nous avons aussi travaillé sur un axe qui concerne qui consiste à amener un environnement favorable. Pour ça veut dire qu'il faut que la justice fonctionne. Pour qu'on puisse lutter contre la stigmatisation. Si on supprime la stigmatisation, nous allons avoir plus de personnes qui viendront au service. Et donc, ça nous permettra de soigner un peu plus, ça nous permettra de prévenir un peu plus de nouvelles infections. Sans oublier, évidemment, le fonctionnement lui-même du programme. Ça aussi, c'est un axe prioritaire. Ça veut dire qu'il faut mobiliser les ressources. Il faut continuer à mobiliser les ressources, continuer à coordonner, continuer à suivre et donner l'information à toute la population. Docteur Levin, vous avez relevé un point capital, la stigmatisation. Ceux qui sont déjà infectés du VIH-Sida se sentent un peu délaissés, ils se sentent qu'ils ne sont pas considérés. Mais quelle est l'approche la plus efficace? Comment sensibiliser la communauté à intégrer que être malade du sida n'est pas une fatalité? Oui, dire qu'ils sont délaissés pour compte, je ne crois pas, parce que nous avons, depuis le début du programme, ensemble avec les personnes directement affectées, mis en place ce qu'on appelle UCO+. Il y avait au début, c'était une RCP, mais pour prendre l'ensemble du pays, on a mis en place UCO+, l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH. Et donc là-dessus, je crois que c'est effectivement un signe de prise en compte. Au-delà de cela,
il y a la loi, c'est avec eux qu'on a fait la loi de 2008, n'est-ce pas, qui porte protection des droits des personnes vivant avec le VIH et des personnes affectées. Je crois que vous êtes au courant de cette loi. Vous voyez, ce sont des signes, à mon sens, qui montrent qu'effectivement... alors, les laisser pour compte, je ne crois pas, c'est pas notre vocation. C'est pas notre vocation, mais évidemment, on ne peut pas intervenir au-delà de ce qu'on n'a pas. Et donc, nous travaillons avec eux pour voir comment... d'ailleurs, ils sont logés dans nos bâtiments. Pour votre information, c'est une grande équipe qui est très, très active et ils se retrouvent à tous les échelons de décision autour de la lutte contre le sida. Tendons déjà vers la fin de notre entretien si riche. Un message à la communauté. Quel est le message du programme national multisectoriel de lutte contre le sida à la communauté qui nous suit? Oui, pour l'ensemble de la communauté congolaise, c'est de ne pas baisser les bras. Nous avons dit, c'est d'abord la communauté la première qui a produit les premiers résultats en termes d'information. Et donc, il faut continuer. Il faut que la population continue à parler de sida. Il ne faut pas que ce soit un problème tabou. Un papa doit parler à son enfant, maman doit parler à sa fille, évidemment en échelonnant les degrés d'information pour que finalement, quand les enfants grandissent, ils ont déjà les outils de prévention contre le sida. Considérer les personnes qui sont infectées comme nos frères, il n'y a pas de raison. Je vous assure, aujourd'hui, nous vivons avec eux et grâce aux ARV, ils sont en train de reprendre leur place dans la communauté. Et donc, vous pouvez les rencontrer sur la rue sans vous rendre compte que, parce que de toutes les façons, il n'y a pas de signes, c'est des gens qui travaillent dans la communauté de façon tout à fait régulière. Et il y a même des savants parmi eux. Et donc, la République n'a aucun intérêt à en perdre ce genre de personnes. Alors, par rapport aux mamans, toutes les mamans, il faut vraiment qu'elles adhèrent au programme de prévention du sida, dans la mesure où, pour le moment, c'est intégré dans la consultation prénatale. Et donc, quand les mamans vont et sont en train de porter une grossesse, qu'elles s'apprêtent à faire le test. Le fait de prendre les médicaments pour une femme enceinte qui est infectée, ça protège l'enfant. Donc, on peut avoir, même si les parents, tous les deux, j'ai dit bien, ont l'infection à VIH, ils peuvent avoir un enfant qui n'est pas infecté grâce à la prise régulière des médicaments. Et donc, ce sont ces genres d'informations, à mon sens, qui doivent être portées à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous avons à peu près 516 zones de santé et toutes les zones de santé ont l'obligation pour le moment de mettre en route le paquet minimum de lutte contre le sida. Et donc, il faut que la population prenne le service. Il ne faut pas que ce soit une affaire du médical. L'autre message, c'est peut-être pas la communauté, mais la communauté, parce qu'elle travaille déjà beaucoup en matière de financement de lutte contre le sida, c'est ce que nous avons constaté, mais c'est le secteur privé qui devrait nous assister davantage. Parce qu'on s'imagine que, je prends un exemple, le test de sida, lorsqu'il est fait d'après les normes internationales, c'est autour de $1. Comme nous avons plus de 400, je crois au Katanga, rien qu'au Katanga, il y avait plus de 400 entreprises. En donnant $100 pour les tests, je crois qu'on peut couvrir tout le pays. Et parce que l'expertise est là, nous savons ce qu'il faut faire, ce qu'il nous faut, c'est les moyens pour le faire. Voilà, donc encore une fois, c'est demander à toute la population d'y croire. C'est l'affaire de tous, on ne laissera personne de côté, dans la mesure où les services peuvent être offerts. À vos partenaires, un mot? À nos partenaires, bien sûr, on commence toujours par les remercier pour tout ce qu'ils continuent à faire, pour leur disponibilité, parce que dans le pays ici, nous ne nous ont jamais lâchés. Il y a des domaines où parfois ils ont hésité,
Mais très vite, en matière de lutte contre le sida, ils sont toujours revenus avec nous. Nous leur demandons de continuer à nous soutenir, de soutenir l'expertise nationale, surtout aussi aider à renforcer les capacités nationales, peut-être nous permettre, avec quelques conseils, de voir comment nous pouvons produire même les ARV au niveau du pays. Ça nous allégera pour beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous étions très heureux d'être reçus au sein du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Le docteur Liévin Kapand nous a parlé et nous avons eu la vraie réponse par rapport à cette préoccupation et par rapport à la place de ce programme dans la lutte contre le sida en République démocratique du Congo. Un grand merci au docteur Liévin. Merci docteur. Je vous en prie. Merci à toute la grande famille du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Merci aux 2 caméramens qui nous ont accompagnés. Nous avons eu Guigui Pouloulou, nous avons eu Toms Bievanga, et merci à la caméra et à la réalisation, le plus grand Angolais, José Golf Matadi. Merci à l'agence d'ANV qui nous accompagne. Merci à l'honorable Clément Zao pour son soutien. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine, même heure. Mercredi, 20h juste, et la rediffusion, vendredi, 13h30. Merci, à la prochaine.